Bonjour à toutes et à tous. Je suis Géraldine Selesian, directrice marketing et communication chez Daveo. Nous sommes très heureux de vous accueillir, nombreux, je le précise, parce que ça nous fait quand même plaisir, pour cet avant-dernier webinaire d'Avril Agile. Je ne vous cache pas que je sens déjà la petite nostalgie monter en moi. J'avais pris l'habitude de passer avec vous ma pause déjeuner du jeudi. Alors, est-ce qu'une habitude dans laquelle on se sent bien participe à la sécurité psychologique? Peut-être. Olivier pourra nous le dire tout à l'heure. Alors justement, nous sommes réunis pour un live sur l'importance de la sécurité psychologique et encore plus par les temps qui courent en pleine crise sanitaire. Nous remercions donc Olivier Larvor, qui est fondateur chez Intangible Work, et Marc Mario, Head of Agile and Product chez Daveo. Vous pourrez échanger avec eux lors de la session questions-réponses qu'on vous proposera en fin de webinaire. Vous avez certainement des questions qui foisonnent. On s'est tous retrouvés, je pense, au moins une fois à se demander quelle place on a dans l'équipe. Est-ce que ce manque de sécurité entraîne une grosse baisse de motivation chez moi? Et en tant que manager, la question est également cruciale. Personnellement, en tant que manager d'une équipe de communication où la créativité est primordiale, c'est vrai que je me demande quasiment quotidiennement comment agir au mieux pour que l'équipe se sente libre de créer. On doit tous avoir des questions comme ça qui nous mentent un peu et qui reviennent pour essayer de dynamiser au mieux les équipes. Alors, Avril Agile, parce qu'on est quand même réunis aujourd'hui sur notre événement phare Avril Agile qu'on a créé il y a 2 ans, avec la volonté donc de transmettre notre passion pour l'agilité à une cible qui est très très large, tous les jeudis du mois d'avril, et cette année avec 2 webinaires chaque jeudi, et au total, on vous a proposé 9 webinaires gratuits pour cette année 2021. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Daveo, nous sommes un cabinet de conseil en management et technologie avec 4 offres structurantes, notre offre agile, notre offre product et les offres technologie et cloud. Nous avons 320 collaborateurs dans 5 agences en France. Et avec nos collaborateurs, nous produisons notamment des livres blancs. On vous proposera celui sur l'agilité en remote, qui est également un sujet d'actualité en téléchargement en fin de webinaire pour ceux qui le souhaiteraient. Je vais inviter sans plus attendre Olivier et Marc à monter sur scène. Et j'espère qu'Olivier pourra répondre à la question teaser qu'il nous avait donnée. Quel est le point commun entre Google, Nokia et Ratatouille? Les paris sont lancés. Salut à tous, merci Géraldine. Merci Géraldine. Donc effectivement, l'onglet questions, t'en as parlé. Moi, je reste Marc Mario, Head of Agile and Product chez Daveo. Je vais tout de suite surtout laisser la parole à notre guest Olivier. Merci d'intervenir brillamment sur la sécurité psychologique. Pourquoi adresser les peurs dans l'entreprise est essentiel. Moi, je disparais, je reviendrai pour faciliter l'exercice de questions-réponses. Bonne chance Olivier, merci encore, à tout de suite. Merci pour la pression, Marc. Bonjour, bienvenue pour ce webinaire. On va passer un petit moment ensemble et je vais essayer de définir déjà qu'est-ce que c'est la sécurité psychologique et pourquoi la sécurité psychologique c'est essentiel aujourd'hui à cultiver et à travailler. Pourquoi je crois, comme Emissier Edmondson le dit, que cette sécurité psychologique, on peut pas s'en passer aujourd'hui dans les entreprises. Alors, pour la petite histoire, Emissier Edmondson, c'est l'inventeur, c'est la personne qui a inventé le terme de sécurité psychologique dans les années 90. Et je vais beaucoup m'appuyer sur ses travaux aujourd'hui au cours de cette présentation. Mais avant de commencer, je vais faire comme d'habitude, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Olivier Larvor. 45 ans, donc en pleine crise de la quarantaine, et vous pouvez le voir parce que derrière moi, si vous voyez ma vidéo, il y a plein de guitares, donc ça prouve bien que je suis en pleine crise de la quarantaine. Je suis un ancien RH, alors personne n'est parfait. J'étais employé par Schlumberger pendant 15 ans, et j'ai créé en 2017 ce cabinet qui s'appelle Intangible Work. Alors, outre le fait que le nom est absolument imprononçable, on ne fait pas de l'agile chez Intangible Work. Alors, vous allez me dire, je participe pourtant à un événement qui s'appelle Avril Agile, et non, je n'ai pas vu de la lumière et je suis rentré. En fait, on m'a demandé de participer pour un peu élargir les débats, apporter peut-être un autre angle, en fait, et puis regarder les choses peut-être différemment. Alors, si on fait pas de l'agile chez Intangible Work, moi et mes associés, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur la dimension intangible des entreprises. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, la dimension intangible des entreprises? Je vais peut-être m'arrêter 2 minutes dessus parce que c'est assez important pour essayer de comprendre ce que c'est la sécurité psychologique. Alors, si on prend une entreprise
qui est dessinée, qui est représentée sur cette slide, d'une manière assez métaphorique, cette entreprise. Il y a une dimension qui est connue par tous, qui est une dimension tangible, qui regroupe tous les éléments matériels, concrets, visibles, que l'on peut toucher, que l'on peut mesurer, comme les outils, comme l'informatique, comme les postes de travail, comme les chaises, les armoires, l'organisation avec les organigrammes, les procédures. Tous ces éléments finalement que les entreprises aiment bien. À chaque fois qu'il y a des initiatives pour améliorer les choses, qu'est-ce qu'on fait? On prend comme levier tous ces éléments qui sont concrets, tous ces éléments matériels, ces dimensions tangibles. Or, dans une entreprise, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une dimension intangible avec des éléments invisibles, immatériels, que l'on peut ressentir, que l'on peut percevoir, comme la confiance, comme l'empathie, comme l'écoute, comme la collaboration, comme le sens, comme la confiance en soi aussi. Des choses qui sont aussi importantes parce que dans une entreprise, il y a des êtres humains. S'il y avait que des robots, s'il y avait que des machines, on n'aurait pas besoin de cette dimension intangible, mais parce que, et fort heureusement, il y a des êtres humains encore dans les entreprises, cette dimension intangible, elle a un poids assez conséquent pour qu'une entreprise puisse performer et pour qu'on puisse en fait travailler tout simplement à l'intérieur de cette entreprise-là. Et ce qu'on a voulu faire dans notre cabinet avec des entreprises partenaires aussi, on a essayé de savoir quel était le poids de cette dimension intangible dans les entreprises. Et ce qu'on a fait, en fait, on s'est basé sur le site web, le portail Indeed, que vous connaissez sûrement. Vous pouvez trouver des offres d'emploi, mais aussi vous pouvez trouver des avis sur les entreprises. Des avis avec des notes et des évaluations, des avis qui sont laissés par les collaborateurs ou les ex-collaborateurs de ces entreprises-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les 18 701 avis qui étaient portés sur les entreprises du CAC 40 français. Et ce qu'on a fait, on a tourné ces avis dans une moulinette, dans un algorithme sémantique, pour essayer de percevoir, de catégoriser ces avis-là, pour essayer de voir quel était le poids de cette dimension tangible et de cette dimension intangible. Et donc ces avis qui motivent l'évaluation aussi. Donc on s'est aperçu que 56% des commentaires, des avis, portaient sur des éléments intangibles, comme la confiance, comme l'atmosphère, comme la culture de l'entreprise, comme l'empathie, comme le leadership. Donc on sent bien que cette dimension intangible, elle a un poids équivalent pour nous, pour performer finalement, pour bien travailler, aussi équivalent que cette dimension tangible, voire même plus, si on se fie sur ces avis de Indeed. Donc, pour commencer, pour revenir à nos moutons, parce que ici, on va parler de sécurité psychologique, la première façon de parler de cette sécurité psychologique et de la définir, c'est que la sécurité psychologique est un élément intangible. Ça se perçoit, ça se ressent, ça se ne touche pas. Donc, ça se perçoit et ça ressent, mais ça a des conséquences absolument très tangibles, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Et pour continuer à définir, pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est cette sécurité psychologique à l'intérieur des entreprises, je vous propose de prendre un vrai exemple, un cas concret, avec un projet qui s'appelle MSS, projet Manager Self-Service. Donc l'acronyme de MSS, c'est Manager Self-Service. C'était un projet qui avait été mené par Schlumberger, par la fonction RH de Schlumberger, en 2012. Alors, juste pour vous donner un peu de contexte, Schlumberger, c'est un acteur majeur dans le secteur de l'énergie, dans le secteur pétrolier. Et en 2012, donc l'année lorsqu'on a lancé ce projet MSS, Schlumberger, c'était 130 000 collaborateurs qui opéraient dans 120 pays, une entreprise d'ingénieurs avec de la haute technologie. Et la fonction RH, donc la fonction RH qui a lancé ce projet MSS, c'était 2500 collaborateurs, donc quelque chose d'assez grand pour pouvoir soutenir et pour pouvoir aider les opérations. Et donc, la fonction RH lança en janvier 2012 ce projet Manager Self-Service parce que elle s'est aperçue de quelque chose. Il y avait un problème. Les managers, bien souvent, lorsqu'ils avaient une demande, lorsqu'il y avait une requête, un problème, ils devaient faire face à de multiples interlocuteurs dans la fonction RH avant d'avoir une solution. Et le plus souvent, ça ressemblait plutôt à ça. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'interactions, d'allers-retours. Il y avait un peu cet effet ping-pong que vous connaissez, où c'est pas à moi, c'est à toi de répondre. Et en fait, il y avait une vraie perte de temps avant que le manager puisse avoir une solution à sa demande, à sa requête. Et peut-être que vous savez, mais dans le secteur pétrolier,
tout retard dans un rig sur une plateforme pétrolière, ça peut équivaloir à plusieurs centaines de milliers de dollars de pénalité. Donc, c'était absolument important de régler ce problème-là. Et donc, la fonction RH a dit, très bien, on va régler ce problème-là et on va apporter une solution qui s'appelle Manager Self-Service, qui est un système, qui est un software, si vous voulez, qui fait que le manager, il suffit simplement de cliquer sur un bouton pour avoir sa réponse immédiatement. D'accord. Et peut-être que vous, dans vos organisations, dans vos entreprises, vous avez aussi un Manager Self-Service. Or, sur le papier, ça paraît très très simple d'avoir ce genre de système-là. Mais dans la réalité, pour construire un manager self-service, un système comme ça, c'est assez complexe, surtout dans une entreprise multinationale comme Schlumberger, opérant dans plusieurs pays, avec des process bien particuliers. Pour créer ce genre de système, il faut du temps. Et vu que c'était un projet assez visible, qui était présenté au niveau du CEO en tant que tel, il fallait pas se louper. Et pour pas se louper, qu'est-ce qu'a fait la fonction RH de Schlumberger? Elle a dit, on va prendre la meilleure équipe possible, on va la créer cette équipe, on va prendre les meilleurs experts RH qu'on a dans Schlumberger pour piloter ce projet Manager Self-Service. Alors, ils ont constitué une core team de 5 personnes avec un programme directeur et 4 autres experts RH. Et évidemment, il n'y avait pas que 5 personnes à bosser, à travailler sur ce projet, à piloter ce projet. Il y avait aussi 3 grandes boîtes de consulting et en tout, il y avait en gros une centaine de personnes qui sont intervenues sur ce projet Manager Self-Service. Et pour vous donner un ordre d'échelle de budget pour la première année, simplement parce que c'est un projet qui allait prendre plusieurs années avant de délivrer la solution, pour la première année, ils avaient un budget de 6 millions de dollars. Okay, simplement pour faire l'étude de faisabilité, hein, donc 6 millions de dollars. Alors on se dit, bon, très bien, tous les voyants sont ouverts, donc ça devrait rouler comme sur des roulettes, justement. Et pas du tout. 1 an et demi plus tard, le projet Manager Self-Service fut abandonné, fut stoppé parce qu'il n'arrivait pas à délivrer ce qu'il promettait. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé alors que tous les voyants étaient ouverts? On avait le budget, on avait la A-Team, on avait les meilleurs des meilleurs, on avait les 3 grandes boîtes de consulting, on avait les ressources, on avait le sponsor, on avait le CEO qui était derrière aussi ce projet-là, et pourtant ça a échoué. Alors justement, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? La cause racine de la faillite, de l'échec de ce projet Manager Self-Service tenait à la personnalité, au caractère du programme directeur, donc la personne qui pilotait ce projet, qui n'avait rien à voir avec Hannibal Smith, donc ce personnage de la A-Team, de l'agence touriste que vous connaissez peut-être si vous êtes aussi vieux que moi. Ce personnage enjoué, qui plaisante, très empathique, finalement, non, le programme directeur ressemblait beaucoup plus à Skinner du film Ratatouille de Pixar. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, mais Skinner, il est un peu caractériel, tyrannique, il mène tout le monde à la baguette, il est très manipulateur. Et le programme directeur du projet MSS, il ressemblait beaucoup plus à Skinner. Ce qui fait que dans le projet MSS, il y avait une vraie culture de la peur. C'est-à-dire que le programme directeur, il avait une idée bien en tête de comment faire les choses et il ne supportait pas d'avoir des avis contraires. Ce qui fait qu'à l'intérieur de cette core team, personne n'osait dire quoi que ce soit qui mette en colère ce programme directeur. Donc, personne se retournait. Lorsqu'on avait des doutes, on ne le disait pas. On se taisait. Il y avait une vraie culture de la peur qui se ressentait vraiment. Ce qui fait qu'à la fin, au bout de quelques temps, ça ne marchait plus. Et le PMO, le Project Manager Officer, quitta ce projet au bout de 6 mois, il n'en pouvait plus. Au bout d'1 an, l'HR Change Manager claquait la porte parce qu'il n'en pouvait plus non plus à cause de cette pression, à cause de cette tension qui existait à l'intérieur des équipes. Et ce qui fit qu'à terme, il y avait un tel désinvestissement, un tel désengagement, personne n'osait prendre des risques, personne n'osait parler, dire, s'exprimer pleinement, et finalement, le projet s'écroula. Donc, cet exemple que je viens de vous parler, ça montre en fait un cas où il n'y a pas de sécurité psychologique, où les gens se retenaient, les gens avaient peur de parler, d'exprimer leur opinion et de prendre des initiatives. Donc, si on a à s'arrêter sur la définition propre de qu'est-ce que c'est la sécurité psychologique, c'est cette conviction qu'on ne sera pas puni, pas moqué, pas humilié ou pas rejeté pour avoir exprimé ses idées, posé des questions, pris des risques, échoué ou commis des erreurs, suggéré des alternatives opposées,
à ce que pense la majorité, avouer ses craintes et ses doutes, entrepris des initiatives sans avoir reçu l'autorisation. C'est ça la sécurité psychologique. Cette sécurité psychologique de se sentir libre, de faire ce que l'on veut, de dire ce que l'on veut et ce qu'on ressent finalement. Donc c'est de ne pas avoir peur, de ne pas avoir cette tension, de ne pas avoir cette pression-là. Alors, et on peut se poser la question, est-ce que c'est si important que ça, la sécurité psychologique aujourd'hui? Ça a permis finalement, ça a fait échouer ce projet MSS chez Schlumberger, mais est-ce que c'est si important que ça? Et en fait, pour répondre à cette question-là, je vais m'appuyer sur une étude qui a été faite par Google, en 2012. Alors, si en 2012, Schlumberger a lancé le projet MSS, en 2012, Google, ils ont lancé le projet Aristotle. Alors, dans ce projet-là, le but, la mission de ce projet, c'était de trouver quels étaient les facteurs, les éléments clés qui faisaient qu'une équipe était très, très, très performante et que d'autres équipes étaient moins performantes. Ils voulaient en fait crack the code, trouver ces éléments clés pour en fait le répliquer et pour que toutes les équipes de Google soient super performantes. Donc, qu'est-ce qu'ils firent? Ils créèrent une équipe projet, eux aussi, une équipe constituée d'ingénieurs, de statisticiens, de psychologues des organisations, quelque chose d'assez sérieux, et ils étudièrent 180 équipes internes à Google pendant 2 ans afin de trouver finalement quels étaient ces facteurs clés qui faisaient que ces équipes étaient très, très performantes. Et donc, ce que je voudrais faire avec vous, là, je voudrais vous mettre à contribution. Je voudrais que vous puissiez me trouver, d'après vous, en lisant les caractéristiques de 2 équipes, quelle est, d'après vous, l'équipe la plus performante? Alors, vous avez 2 équipes, une équipe A et une équipe B. On va lancer un sondage, mais je vais vous lire d'abord ces caractéristiques. Vous avez une équipe A qui est composée de personnes qui sont toutes très, très intelligentes et très performantes. Les meilleurs des meilleurs, si vous voulez. Lorsque cette équipe travaille ensemble, chaque membre de l'équipe attend que le sujet ou la problématique rencontrée soit dans son champ d'expertise pour intervenir ou en parler longuement. C'est-à-dire que si je ne connais pas le sujet, je ne parle pas, je me tais. Par contre, si je suis expert du sujet, alors là, je parle et je dis quoi faire. En réunion, dans cette équipe A, lorsque quelqu'un fait un commentaire qui s'écarte du sujet principal, on rappelle à l'ordre, tout le monde, l'ordre du jour, en disant non, l'ordre du jour c'est ça, donc on reste sur les rails, on ne s'écarte pas du sujet principal. L'équipe est efficace, donc en réunion, il n'y a pas de bavardage, de long débat, on reste sur ce qu'on se dit, et la réunion se termine à l'heure prévue, et puis chacun retourne à son bureau. Donc ça, c'est les caractéristiques de l'équipe A. De l'autre côté, vous avez une équipe B. Alors l'équipe B est composée de personnes avec des réussites individuelles variées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont performants et d'autres qui sont moins bons. En réunion, les membres de l'équipe interviennent tous. Peu importe le sujet, c'est-à-dire qu'il y a une liberté de parole, ils rebondissent les uns les autres, ils peuvent s'interrompre mutuellement, compléter les phrases de l'autre. Finalement, c'est un peu bordélique. Lorsqu'un membre de l'équipe change brusquement de sujet, le reste du groupe suit. C'est-à-dire, peu importe l'agenda d'une réunion, on fluctue, ça dépend ce qu'on veut parler en fait. Et à la fin de la réunion ne se termine pas vraiment. Les personnes restent, bavardent-elles, elles parlent de leur vie personnelle, de ce qui s'est passé pendant le week-end. Voilà. Donc, vous avez ces caractéristiques donc de l'équipe A et de l'équipe B. Et alors, je ne sais pas si le sondage est lancé ou pas, mais je voudrais justement que vous puissiez me répondre dans ce sondage et me dire qu'est-ce que vous pensez, d'après vous, quelle est l'équipe la plus performante. Et on va laisser peut-être quelques temps. Je sais même d'ailleurs même pas comment ça marche. Voilà. Je suis en train de regarder les votes qui sont en train de se faire. Bon. Alors, je vois qu'il y a 26, 28, ça continue à monter. Ok. Là, je vois que 82% pensent que c'est l'équipe B et que vous avez à peu près 17% pensent que c'est l'équipe A qui est la plus performante. Donc l'équipe B, dans une large majorité, vous pensez que l'équipe B est la plus performante et vous avez raison. Vous avez senti le piège, sans doute, parce que c'est très contre-intuitif. Mais pour Google, en fait, la meilleure équipe ou la photo de la meilleure équipe, c'est une équipe où vous trouvez une confiance et un respect mutuel qui permet à chacun d'entre eux d'être
chacun des membres, d'être pleinement eux-mêmes, d'être pleinement authentiques, d'avoir une participation avec un temps de parole équitable. Chacun peut intervenir et s'exprimer librement. Ce qu'on peut voir aussi dans les équipes les plus performantes chez Google, on peut voir cette grande empathie, une connexion qui est émotionnelle, qui fait que chacun des membres ressent ce que l'autre sent justement, les émotions de chacun de l'autre, qui permet de s'adapter. Donc, ce qu'on a finalement dans cette équipe B, en fait, c'est une unité. On n'a pas des membres, des collaborateurs mis les uns avec les autres, ensemble. Non, on a un vrai collectif, avec une intelligence d'équipe, en fait, où on construit les choses. On se sent bien ensemble et on réagit ensemble, en fait. Et donc, pour Google, et de loin, le facteur clé essentiel pour qu'une équipe soit performante, c'est d'avoir une grande sécurité psychologique. Et ce facteur est de très, très, très loin la chose qui fait la différence, en fait. D'où cette importance de cultiver, de travailler sur cette sécurité psychologique au niveau de l'équipe. Mais je voudrais aller encore plus loin que ça et vous dire que cette sécurité psychologique, elle est aussi importante au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisation elle-même. Et pour ça, je voudrais vous prendre l'exemple de Nokia. Alors Nokia, si vous êtes aussi vieux que moi, vous devez connaître, vous avez dû même avoir un téléphone Nokia entre les mains au début des années 2000 parce que c'était le leader du marché sur le domaine du téléphone mobile. Et comme vous pouvez voir au niveau de cette courbe, Nokia a perdu un peu sa place, a perdu de sa superbe, parce qu'il rata le tournant des smartphones. Il n'arrivait pas à dégager une technologie qui puisse concurrencer la technologie de la concurrence des iPhones, par exemple. Et aujourd'hui, Nokia, c'est quasiment inconnu pour la nouvelle génération, pour les jeunes. Nokia, ils ne connaissent pas, ce qui est complètement incroyable pour des personnes vieilles comme moi. Mais on peut se poser la question, justement, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et une étude a été faite en 2015 pour trouver les causes racines, et on s'est aperçu que cette bataille que perdue Nokia sur les smartphones était due à cause de l'atmosphère de peur qui régna dans l'entreprise et qui provoquait une paralysie à tous les niveaux. Et c'était dû à une personne absolument charmante qui s'appelle Olli-Pekka Kalosvuo, qui était CEO de Nokia de 2006 à 2011. Une personne absolument charmante, comme j'ai dit, parce que elle pouvait crier à plein poumon sur les personnes et ne supportait pas d'avoir des avis contraires. Ce qui fait que cette culture de la peur instaurée par ce CEO cascada à tous les niveaux, et que les managers étaient tellement effrayés d'annoncer des mauvaises nouvelles, ils préféraient mentir, en fait. Ils préféraient faire un petit peu de l'Instagram, de dire regardez comme c'est génial, on y arrive très très bien. Oui, on va y arriver, la technologie avance bien, vous inquiétez pas. Alors, on avait une fausse estimation de la réalité, mais les managers étaient tellement effrayés qu'ils n'osaient pas dire les vérités. Et peut-être que s'ils l'avaient dit, peut-être que on aurait trouvé des alternatives, des personnes auraient pu travailler ensemble pour trouver des solutions, mais ils l'ont pas fait à cause de cette culture de la peur. Et voilà pourquoi, donc en grande partie, pourquoi Nokia a perdu cette bataille des smartphones. Pour la petite histoire, je reviens en arrière. Olli-Pekka Kalosvuo, il est devenu CEO d'une autre entreprise en 2013, une entreprise suédoise qui donnait de la technologie, créait de la technologie pour les chaînes de télévision. Donc il était CEO de 2013 à 2019 de cette nouvelle boîte qui fit faillite en 2019 et Olli-Pekka Kalosvuo fut poursuivi en justice pour plusieurs millions à cause de cette gestion désastreuse. Comme quoi. Mais ce n'est pas le seul c'est pas le seul exemple qui existe aussi. Je voudrais vous parler d'un autre exemple assez conséquent. Peut-être que vous connaissez aussi vous vous souvenez du scandale des émissions de CO2 chez Volkswagen. Et pareil, d'après une étude, ce scandale ce qui s'est passé, c'était dû à cause de ce chairman de Volkswagen, Ferdinand Piëch, encore une fois un homme absolument charmant, lui aussi, qui créa un règne de terreur à l'intérieur de Volkswagen. En gros, ce qu'il disait, il prenait une équipe d'ingénieurs et il disait, bon, vous avez 6 semaines pour trouver une solution, si jamais vous ne faites pas, je vous vire tous. Et c'est réel.
Et c'est vraiment comme ça qu'il faisait. Ce qui fait que l'équipe d'ingénieurs, pour trouver une solution aux émissions de CO2, ils se mirent à tricher. Et ils développèrent un software, un logiciel qui repérait lorsque les voitures étaient passées un test technique. Donc c'était un logiciel assez intelligent finalement, parce qu'il repérait lorsque la voiture passait un test technique, alors ce logiciel se mettait en marche et les émissions, il y a des choses techniques que je suis incapable de vous expliquer qui se passaient, qui faisaient que les émissions se trouvaient allégées et passer au niveau des barres légales d'émissions de CO2. Mais lorsque la voiture roulait normalement, lorsqu'elle n'était pas dans un test technique, la voiture émettait bien au-delà des normes. Encore une fois, c'est à cause de cette culture de la peur qu'on ne réussit pas à trouver une solution viable et les équipes préférèrent tricher, trouver une solution alternative telle que cela pour éviter la colère de ce chairman. D'où encore l'importance de cette sécurité psychologique. Alors, je sais ce que vous allez peut-être me dire. Olivier, tous ces exemples que tu me dis là, c'est des temps anciens, ça. Aujourd'hui, depuis, les choses ont changé. On parle du care, on parle de la qualité de vie au travail, on parle du manager coach, on parle de la bienveillance dans l'entreprise, de l'empathie, même de la compassion. On parle du best place to work. Donc, toute cette façon de faire, ce management par la terreur, qui est l'apanage de vieux dinosaures, baby-boomers d'un autre temps, tout ça, c'est fini. Parce qu'il n'y a rien qu'à voir sur les posts LinkedIn, par exemple. Lorsqu'on regarde ces posts LinkedIn, tout le monde est absolument avec un gros sourire, dynamique, tout se passe très, très, très bien, et c'est génial. Mais je voudrais juste vous expliquer, vous dire que la sécurité psychologique, c'est pas la bienveillance, le sourire et la positive attitude. La sécurité psychologique, c'est cette capacité de se dire vraiment les choses et de regarder les choses, y compris les choses les plus sombres qui existent à l'intérieur d'une entreprise, de voir les vrais problèmes, d'aller dans des situations qui sont peut-être conflictuelles, qui nous font peur, justement. Et c'est pas parce qu'on fête les anniversaires ensemble, qu'on sort faire la fête ensemble avant le Covid, bien évidemment, ou partir en voyage même ensemble, certaines boîtes font ça, et qu'on se considère comme une grande bande de potes, que finalement cette sécurité psychologique est là. La maturité d'une entreprise, ça se mesure justement à cette capacité de pouvoir regarder la réalité des faces, la réalité de l'entreprise et de l'équipe en face, et d'adresser les problèmes qui existent. Et c'est pas de saupoudrer de paillettes et de confettis en disant tout va bien chez nous que finalement on a une sécurité psychologique. D'ailleurs, on parle plus de toxic positivité aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, lorsqu'un manager dit tout va bien, il n'y a aucun problème, gardez le sourire, restez positif, alors qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui sont difficiles à l'intérieur et qu'on n'ose pas aborder ces problèmes-là. Et c'est grâce à la sécurité psychologique qu'on ose aborder ces problèmes-là. Mais à chaque fois qu'on n'aborde pas les problèmes, alors il se crée une distorsion, il se crée une déconnexion entre les personnes. Et ce qui se passe, il y a une perte de confiance, il y a une perte d'engagement, un vrai désinvestissement qui s'opère. Et finalement, il y a un certain cynisme aussi qui s'installe. Je me rappelle par exemple d'une amie RH qui me disait Olivier, dans mon entreprise, la prochaine fois que j'entends bienveillance, moi je me mets hurler parce que entre ce qui se passait réellement et les discours que pouvaient tenir certains managers à haut niveau en disant tout va bien, tout se passe bien, et ça crée cette distorsion. D'où cette importance-là, encore une fois, d'adresser pleinement cette sécurité psychologique. Mais moi, ce que je voudrais justement vous inviter à faire, c'est de voir quel est l'état actuel dans vos entreprises, dans vos équipes, de cette sécurité psychologique. Donc, j'ai un autre sondage à vous faire. Et voilà comment ça va se passer. Vous avez 4 questions et vous avez une échelle pour répondre qui va de 1 à 5. Donc 1 qui est de pas du tout, à 3 moyennement et à 5 absolument. Et donc, ce que vous allez faire, vous allez répondre à ces 4 questions en une fois en fait. C'est-à-dire, vous n'allez pas répondre à chaque question, mais vous allez faire la moyenne de ces 4 questions-là. Alors peut-être prenez un papier, crayon, ou peut-être faites-le de tête,
Mais par exemple, vous allez répondre à la première question en disant « Je peux exprimer mes opinions, mes peurs, mes doutes d'une manière authentique et ouverte dans mon entreprise entre 1 et 5. » Alors 1, pas du tout. 5, absolument. Je peux être pleinement moi-même au travail entre 1 et 5. Je n'ai non seulement pas peur d'admettre mes erreurs devant mon équipe et ma hiérarchie, et je le fais, entre 1 et 5. Nous pouvons tous, à l'intérieur de l'entreprise et des équipes, aborder facilement et naturellement tous les sujets, y compris les plus sensibles et conflictuels dans l'entreprise, entre 1 et 5. Et ce que vous allez faire une moyenne globale de tout ça. Grosso modo, hein, on ne demande pas d'être absolument exact, mais si on regarde ces 4 questions ensemble, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est plutôt 1, 2, 3, 4 ou 5? Et je vais regarder ce sondage de mon côté. Et je vous laisse voter. Alors, je vous laisse on va laisser les votes se faire. Je trouve que c'est pas si mal que ça finalement, parce que je vois que il y a un 4, donc c'est entre moyennement et absolument. Il y a une majorité qui se dégage. Par la suite, on a du 3, moyennement, et ensuite entre 2 et 1, et 5 absolument. D'accord. On a quand même 5. Il y a vraiment des entreprises et des équipes dans lesquelles on peut absolument faire tout ça, ce qui est vraiment pas mal. Il y a encore quelques personnes qui votent, mais en gros, ce qui se dégage, c'est quand même une moitié qui se trouve à 4. Donc c'est plutôt encourageant. Ok. Alors, on va continuer. Et on va continuer justement en terminant cette présentation et à se dire justement comment on travaille, comment on peut travailler cette sécurité psychologique. Alors, je voudrais vous offrir une piste de réflexion qui est de laisser tomber les masques, en fait, de laisser tomber cette armure qu'on a et de pouvoir jouer sur ce concept qu'on appelle la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est un concept qui est un petit peu à la mode aux US depuis une dizaine d'années parce qu'elle a été popularisée par une psychologue qui s'appelle Brené Brown. Et peut-être que vous avez vu son TED Talk, il est un des TED Talks les plus vus et les plus regardés. Et cette notion de vulnérabilité, c'est cette capacité de s'ouvrir en fait, de parler de ses peurs, de parler de ses doutes, de montrer ses failles finalement. Et lorsqu'on montre ces failles, lorsqu'on montre nos failles, alors il y a quelque chose de spécial qui se crée finalement. Il y a une vraie connexion, il y a une vraie empathie. On est vrai entre nous. Et on a cette capacité d'avancer, finalement d'être une vraie équipe, une vraie communauté. Ce qu'on peut faire dans les entreprises, justement, c'est peut-être aussi parler de l'échec d'une autre manière. Je ne sais pas si vous connaissez cette organisation qui s'appelle Fuck Up Nights. Fuck Up Night, c'est une organisation qui invite des speakers, un peu comme des TED Talks si vous voulez, mais au lieu que ces speakers parlent de tous les sujets divers, les speakers sont invités uniquement à parler de leurs échecs sur scène, uniquement de leurs échecs. Et cette organisation a été créée dans l'année 2012, alors une année importante, 2012 finalement, par cinq amis qui en avaient un petit peu ras-le-bol de voir tous ces posts Facebook de success story où tout le monde parle uniquement des choses idylliques, uniquement des choses positives qui leur arrivent. Alors que ce n'était pas du tout le cas pour ces 5 amis pour eux. Alors ce qu'ils firent lors de cette soirée, un petit peu arrosée, ces 5 amis se mirent à parler les uns à la suite des autres de leurs échecs, de leurs doutes, de leurs peurs. Et ce que ça créa à l'intérieur, c'était vraiment justement une autre atmosphère de connexion très très en profondeur, pas en surface mais en profondeur. Et cette soirée fut tellement marquante pour ces 5 amis-là qu'ils décidèrent de répliquer, de continuer à faire ça et d'inviter d'autres personnes. Et finalement, ça a fait un tel succès qu'ils décidèrent de lancer cette organisation qui s'appelle Fuck Up Nights, qui vraiment encourage les personnes de parler ouvertement de leur échec devant tout le monde afin de créer ces vraies connexions. D'être authentique finalement et de pouvoir normaliser l'échec.
Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est une façon d'encourager les choses aujourd'hui. Parce que on a aujourd'hui, et Géraldine l'a dit au départ, on vit une ère, des événements qui sont pas communs. Alors, on a toujours tendance à parler de cette ère VUCA ou de ces temps VUCA. C'est très à la mode dans LinkedIn. On dit, on est aujourd'hui dans l'ère de la volatilité, l'incertitude, le changement, la complexité et l'ambiguïté. Mais en fait, peut-être qu'on a dépassé ça aujourd'hui. Et en avril 2020, un chercheur de l'Institute for Future a dit qu'on est dans une autre ère. Une ère qu'on appelle le BANI. Alors, c'est un nouvel acronyme. Peut-être que ça va devenir à la mode, cet acronyme-là. BANI veut dire Brittle, Anxious, Nonlinear and Incomprehensible. Brittle, je savais pas ce que ça veut dire, ça voulait dire fragile. Alors, qu'est-ce que nous dit ce chercheur-là? Il nous dit que on rentre peut-être dans une ère de chaos aujourd'hui où la peur va être constante, va être toujours là. Donc, il va falloir rentrer en relation avec ça, avec cette anxiété. Il va falloir savoir la gérer. Et c'est ça que finalement cette sécurité psychologique peut nous offrir. C'est d'avoir une meilleure relation avec la peur afin d'avancer et afin d'être mieux. Et je voudrais terminer cette intervention par ça et ouvrir le floor avec vos questions. Et je m'arrête là. Hello Olivier de nouveau, merci. Salut Marc. Vas-y, une Olivier. Intervention à bouclette. Ouais. Surtout qu'il y en a qui m'ont dit que sur téléphone portable, en fait, ça faisait comme ça, on voyait que mes cheveux. Donc, j'étais sur mobile et pas sur desktop. Merci beaucoup, Olivier, pour la première partie de cette présentation. On a bien compris qu'il fallait faire tomber les masques pour laisser transparaître sa vulnérabilité. Pour certains masques, on attendra encore, je pense, quelques mois, mais l'information est bien passée. Il y a déjà quelques questions, une demi-douzaine de questions. Pour les autres, n'hésitez pas à liker aussi les questions que vous préférez. Ce sont les questions qui seront traitées en priorité. Eh bien, allons-y. Merci Géraldine. Je vais commencer par peut-être par ma question à moi. Vas-y, je t'en prie, vas-y Marc. Très honnêtement. Nokia aurait-elle pu être sauvée? Tu nous as dit que c'était finalement son CEO qui était défaillant, enfin une forme de défaillance. Est-ce qu'il y aurait eu un moyen de sauver Nokia en temps et en heure? Alors là, je ne pourrais absolument pas te répondre. Ça, c'est vraiment une bonne colle. Peut-être, sans doute, s'ils avaient, je sais pas, invité des personnes extérieures pour regarder la situation, pour voir vraiment ce qui se passait. Mais ça voulait dire justement que des personnes puissent s'ouvrir et de dire vraiment ce qui se passait. C'est-à-dire interroger les personnalités en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça avance pas ou qu'est-ce qui se passe en fait. Donc je pense que ça aurait été une possibilité. Ouais. Si je pose la question autrement en fait, c'est est-ce qu'il y a un niveau hiérarchique dans l'entreprise à partir duquel les erreurs de sécurité psychologique ou en tout cas les comportements qui bloquent sont rédhibitoires pour justement garder le format innovant et tout ce qui va avec? Je sais pas si ça existe, mais moi il y a quelque chose parce que je bosse avec pas mal d'entreprises. Je sais pas si en haut, plus tu montes, je sais pas si ils s'en rendent compte finalement de l'effet, de l'impact qu'ils ont sur lorsqu'ils descendent sur les équipes plus bas. Moi, j'accompagne pas mal de managers et il y a toujours un sujet qui revient souvent, c'est au niveau des managers, ils disent je me sens bien, à l'aise avec mes équipes, avec mes pairs, avec mon N+1, mais dès que je monte plus haut, j'ai du mal à communiquer, j'ai du mal à m'ouvrir, j'ai du mal à dire les choses. Parce qu'il y a une sorte d'autorité, tu vois, une sorte qui s'installe et qui fait que je me contracte et je me rigidifie. Donc, même si les gens, le CODIR est bienveillant, les dirigeants sont super bienveillants, est-ce qu'ils sentent vraiment l'impact qu'ils ont sur les personnes qui sont plus bas finalement? Parce que rien que le rôle et le statut peut faire quelque chose. C'est inconscient, c'est des processus inconscients qui se mettent en place. Je sais pas si j'ai répondu à ta question du tout ou pas, mais voilà, c'est ma réponse. T'en es pas très loin. Du coup, si je tire un petit peu, ça veut dire aussi que plus on a une posture dans l'entreprise, avec un titre, avec
une aura, par exemple, plus il faut s'intéresser aussi à ce que pensent les autres et être réellement dans une forme de, je trouve pas le terme, mais alors je vais dire bienveillance, mais tu vas me tabasser. Ouais, je vais te tabasser en disant, parce que la bienveillance, je te dis encore une fois, c'est la bienveillance, aujourd'hui, tout le monde le utilise, hein, c'est-à-dire, oui, on est bienveillant. Et est-ce qu'on est vraiment bienveillant si tu as des objectifs, des injonctions contradictoires, finalement? Oui, on est bienveillant, mais il va falloir quand même faire 50%, les amis. Okay. Donc, lorsque tu fais ça, ça provoque ce double message, cette distorsion que tout le monde ressent. Hein. Moi, la réalité aujourd'hui des entreprises, je peux pas te dire le nombre de managers qui pleurent devant moi. Hein. Parce qu'il y a une vraie tension, il y a une vraie souffrance. Mais est-ce que cette souffrance-là peut être exprimée pleinement, ouvertement? Est-ce qu'on peut accueillir ça? Ouais. Et ça, au niveau de la maturité des entreprises et des équipes, je suis pas certain, tu vois. Et même, j'étais vachement surpris au niveau du sondage de voir du 4, par exemple, qui me dit, très bien, si c'est ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on peut tout accueillir, y compris des émotions fortes, de la colère, si on peut tout accueillir, alors, parfait. Mais pour l'instant, ouais. Pour répondre au nom du groupe, parce que c'est des messages qui sont passés sur le chat aussi, on est sans doute un public un peu biaisé. Ouais. Parce qu'effectivement, même si on utilise le terme de bienveillance, mais au-delà de ça, on est quand même sur construire un collectif, éviter les rôles de leadership au profit de facilitation, au profit de créer un objectif partagé, et ainsi de suite. Donc, effectivement, le fait que la note soit sans doute meilleure que dans d'autres interventions que tu as pu faire est pas particulièrement choquante vu le public qu'on a. Ou en tout cas, moi, je le considère comme pas choquant, bien au contraire. Du coup, on va aller sur les autres questions maintenant que j'ai ma réponse. Et du coup, on va rebondir sur l'équipe. Est-ce que tu as des tips pour justement apporter cette sécurité psychologique juste au sein d'une équipe? Commençons très opérationnellement. Il y a toujours quelque chose peut-être que vous faites aussi au niveau de l'agile. Il me semble c'est cette notion de check-in. Tu sais, lorsque tu commences une réunion et de dire comment je me ressens moi en fait, comment je me sens, pour pouvoir avoir commencé cette habitude d'exprimer son ressenti en fait. C'est-à-dire d'aller au-delà de l'intellectuel, mais aller beaucoup plus dans l'émotionnel finalement. Parler de l'émotion, pour moi, c'est quelque chose qui est important pour créer cette sécurité psychologique. Donc, j'imagine que dans l'agile, alors j'y connais rien dans l'agile, je suis désolé, encore une fois, je suis vraiment le mec, il débarque dans le truc. Oui, Olivier, tout ce que tu nous racontes, on le fait déjà, on passe au truc suivant, s'il te plaît, parce que là, c'est un peu boring. Mais franchement, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Mais est-ce qu'on est capable encore une fois, de l'accueillir et de dire vraiment ce qui se passe aussi? Ça, c'est mon truc. Alors, les tips, oui, c'est pour ça que pour moi, il y a des best practices. D'ailleurs, il y a un bouquin que je vous recommande. Hein, je vous ai dit que Amy Edmondson, c'est la personne qui a mis le terme sécurité psychologique au goût du jour. Ce bouquin qui s'appelle Fearless Organization, vous avez pas mal de tips à l'intérieur qui vous disent, bah oui, il faut parler de reconnaissance, oui, il faut avoir de la bienveillance, oui, il faut faire des check-in, des choses comme ça. Mais en même temps, je dirais que chaque équipe est particulière. Quel est l'état, quelle est la maturité, à quel niveau elle se situe. Et la sécurité psychologique, c'est pas de dire, bah, très bien, Olivier a dit qu'il faut être vulnérable, alors très bien, je vais me mettre à pleurer devant tout le monde, et en disant, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que graduellement, on ouvre les choses. Graduellement, c'est à quel niveau? Donc, c'est où on situe nous, et comment on peut travailler petit à petit les choses. Et c'est pas mal déjà voilà, ce type de check-in, ça peut être déjà une bonne entrée en matière. Ouais, on a une partie de pratiques effectivement qui sont intéressantes. Après, ça n'empêche qu'on peut se retrouver avec des équipes qui sont totalement sous pression, qui n'osent pas dire quand ça marche pas. Enfin, on le voit bien. Il y a pas on vit pas dans le monde des bisounours, même si on n'est pas non plus dans le monde de Game of Thrones. Ok. Non, voilà, soyons fous. Ça c'est bon, merci. Il y a une question intéressante de Kauta. La sécurité psychologique ne serait-elle pas périlleuse si elle n'est faite que dans un sens? Dans un sens, c'est-à-dire en gros, est-ce que le salarié versus la société versus le salarié, moi, ma grand-mère disait trop bon, trop con. Alors, la sécurité psychologique, déjà, il y a peut-être cette notion de vulnérabilité de sécurité psychologique. Hein. Sécurité psychologique, c'est ce ressenti.
C'est l'atmosphère qui fait que je me sens libre de pouvoir être authentique, de pouvoir dire les choses parce que je le ressens. Par contre, la vulnérabilité est un moyen pour y arriver. Alors, c'est peut-être ça. C'est-à-dire, est-ce que moi, je suis vulnérable? C'est-à-dire, je dis les choses et mon manager de l'autre côté, il fait je t'écoute et je ne partage pas, en fait, finalement. Oui. Alors, est-ce que c'est périlleux? Si ça va dans un sens, je peux te garantir que la prochaine fois, le collaborateur, il va pas s'ouvrir. Hein. Il va pas s'ouvrir. S'il voit que finalement l'autre est là, oui, je t'écoute. Oui, c'est effectivement ça. D'où au leader aussi de faire son travail. Hein. Aujourd'hui, on parle de servant leadership, alors encore un terme à la mode, où finalement le leader, il est pas là, mais il est là. Tu vois, il se met juste en dessous pour pouvoir supporter les choses. Et encore une fois, combien on utilise ces acronymes, ces buzzwords, et combien on le vit, et combien on y croit profondément, et combien on l'incarne. Cette notion d'incarnation, c'est-à-dire faire la vulnérabilité, c'est la chose la plus difficile à faire. Hein. Parce que notre façon, notre cerveau est fait, le câblage dont on a justement, on essaie de se protéger au maximum. Donc, pour s'ouvrir et de dire, regarde, j'ai peur, rien que ça, difficile. Donc, ça se travaille, mais ça se travaille aussi, tu peux faire du coaching individuel, il y a des formations, il y a des lectures derrière tout ça, il y a aussi des expériences. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut s'ouvrir petit à petit? Partager des choses. Si on n'a pas l'habitude de parler du personnel, on commence un petit peu à parler du personnel parce que on n'est pas que du professionnel. Tu vois, on est une personne complète avec des choses qui sont à l'extérieur. Donc, alors j'ai sans doute perdu le fil de la question, de la conversation, mais entre l'atmosphère, enfin la sécurité psychologique, c'est l'atmosphère globale, si tu veux, et tu sais s'il y en a ou s'il y en a pas. Et une façon de la travailler, donc c'est comme ça que j'ai compris la question, la vulnérabilité, être ouvert finalement, ça doit aller dans les deux sens absolument. Ouais. Ok. Kautar, je t'invite à reposer une question si on n'a pas répondu à ce que tu voulais. Tu as rebondi avec une question de Gilles, de Mathieu. Est-ce qu'il y a des signaux qui indiquent clairement qu'on est sur un faible niveau de sécurité psychologique? Ou à l'inverse sur un fort niveau de sécurité psychologique? Déjà, on le ressent. Et alors, faut se faire confiance à notre instinct. Tu vois, c'est lorsque tu rentres dans une organisation, tu peux le ressentir déjà. Hein. C'est, tu vois, une espèce de rigidité. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà utilise ça. Et autre chose, c'est les silences dans les meetings en fait. Hein, tu vois, tu poses un truc et là t'as et alors tout le monde se dirige, regarde une personne en particulier. Tu vois. Comme je disais, est-ce que le temps de parole est partagé? Est-ce que les gens se sentent à l'aise pour rebondir, pour s'exprimer encore une fois? Ça c'est les vrais signaux, mais tu le ressens vraiment, tu le sens à la culture en fait. Hein. Ça tu le sens vraiment. Et d'ailleurs, un des signes, si vous avez le N+2 qui arrive dans un meeting et tout le monde est là assis en train d'écouter, tu peux dire qu'il y a peut-être une faible sécurité psychologique là parce que est-ce que les gens posent des questions dérangeantes? Est-ce qu'on peut être dans le malaise? Tu vois, est-ce qu'on peut être dans des choses qui grattent un petit peu finalement? Si on a une vraie sécurité psychologique et des entreprises matures et des équipes matures, on peut aller dans ce territoire-là aisément et co-construire. Ok, plutôt complet. Tu m'évalues là, à chaque fois tu me dis plutôt complet. Non, c'est parce qu'en fait ça fait fortement écho. Alors moi j'ai un parcours aussi de fonctionnaire. Et il y a une règle qui est assez impressionnante dans la fonction publique, c'est que tu n'as pas le droit de t'exprimer en dehors de ton service sans l'accord de ton chef. Et du coup, ça vient en total rebond. Et moi, je m'étais fait particulièrement réprimander parce que j'avais pas la tenue adéquate face à un ministre. J'avais oublié de mettre une cravate ce jour-là. Et je me suis dit, mais on en est là en fait du sujet, c'est-à-dire que le ministre il est pas venu me voir en fait. Moi, je suis en arrière-plan, il va même pas me voir. Mais j'avais pas de cravate, donc je m'étais fait réprimander. C'était voilà, enfin, c'est des exemples comme ça qu'on a tous vécu en fait. Ouais, comme là maintenant, t'es en t-shirt émotion soumise, je trouve ça absolument. Mais comment tu peux être dans un webinaire sans ta cravate? Le fond d'écran comparé au tien. Ok, donc voilà, c'est pour ça. Ça résonne dans beaucoup de choses de mon expérience. Et je suis plus vieux que toi, donc j'ai plus d'expérience.
Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Alors, on va parler d'aphorisme maintenant avec Gilles. Oula. La sécurité psychologique et de la responsabilité des managers et des leaders, d'autant que les managers sont l'un des 3 profils sous-jacents au manifeste agile. Dit autrement, tu as Richard Branson qui nous dit moi, je m'occupe de mes employés, c'est à mes employés de s'occuper de mes clients parce que si eux, ils sont bien, dans ce cas-là, ils feront bien leur travail vis-à-vis de mes clients. C'est quelque chose que tu partages ? Oui. Enfin, c'est indéniable. Ça doit être pris par le haut, ça c'est indéniable. C'est sûr. Et en même temps, faut que tout le monde s'y mette aussi. Hein. C'est-à-dire que tu peux pas simplement dire les leaders ils vont travailler sur eux et tout ça puis on va y aller. Hein. C'est pas si simple que ça. Hein. Je pense que c'est à tout le monde de se saisir du sujet et ça va dans les 2 sens. Encore une fois, j'aime pas cette distanciation en fait entre manager et collaborateur et puis je pense qu'on a enfin c'est des choses qu'on construit une boîte ensemble en fait. Hein. Donc on devient une unité parce qu'on partage les choses. Donc ça doit venir des 2 sens pour moi. Mais c'est indéniable que faut que ça soit porté par les dirigeants. Il faut qu'ils y croient vraiment. Hein. C'est-à-dire faut que ça soit incarné pleinement et dépasser simplement le discours qu'on le voit malheureusement trop souvent. Encore une fois c'est ma plateforme préférée qui est LinkedIn où c'est voilà. Non, j'irai pas plus loin. Okay. Ne va pas plus loin alors. Pour rappel, Nokia fait maintenant partie de Microsoft, qui est aussi le propriétaire de LinkedIn. Il faut Merde, je vais me faire dégager de LinkedIn, moi, c'est ça. Véronique, alors une question intéressante aussi sur le cocooning. En gros, je vais la reformuler, mais y a-t-il vraiment contradiction entre sécurité psychologique et émergence de nouvelles idées ? Alors justement, c'est ça pour moi. Je voulais vraiment faire cette différence entre sécurité psychologique, ça veut dire tout le monde est gentil, que tout le monde, tu vois, se fait des grands sourires en disant ah c'est bien. Oui, il faut plutôt être bienveillant, je dis pas. Et en même temps, il faut être courageux de dire les choses vraiment. Et se dire, là, il y a par exemple je lis un bouquin là, sur une culture d'entreprise où l'art du feedback, c'est pas du feedback avec une communication non violente. Hein. C'est genre, t'as merdé complètement, c'est pas bien. Ok, ça répond pas du tout à la règle de comment faire un bon feedback. Et pourtant, ça passe nickel parce que il y a cette sécurité psychologique. On sait que la personne qui fait ce feedback-là, elle pense pas à mal. Elle est là pour développer, pour aider. On construit une culture qui fait que on progresse. Et si ça ne fait pas mal, je suis désolé de le dire, on n'avance pas, on ne progresse pas. Hein. Si on ressent pas quelque chose. Donc, cocooning, pour moi, veut dire bienveillance extrême et gentillesse extrême en disant ça va, t'en fais pas. Mais on doit aller au-delà de ça. Si on veut avancer, innover, il faut prendre des risques. Il faut avoir peur, en fait. Hein. Ok. On va prendre du coup une dernière question. Maxime, valoriser la vulnérabilité, n'est-ce pas problématique si l'on ne peut pas la mesurer ? Ouais. Ouais, tu vois, c'est tout le problème de ma boîte, tu vois. Lorsque je dis, j'arrive avec mon truc intangible, ils me disent, mais toi intangible, on le mesure comment ? Parce que moi, je suis rationnel et tout ça. Donc, j'ai besoin d'avoir des chiffres. Oui, mais en même temps, on est construit sur cette notion de sentiment et de ressenti, en fait. Hein. Donc, cette vulnérabilité, t'as beau, je sais pas, si tu mets une feuille Excel en disant, très bien, on va mettre un objectif d'équipe et il faut qu'on soit vulnérable 5 fois par jour. Et on va avoir un KPI derrière. D'ailleurs, ça existe parce qu'on a, je sais pas si tu te souviens, on a Happiness at Work. Il y a quelques années, c'était vraiment le truc. Alors, tout le monde, le bonheur entreprise. Moi, j'avais des managers qui me disaient, tu sais, Olivier, maintenant, Happiness at Work, c'est un objectif d'entreprise. C'est-à-dire, lorsqu'ils faisaient des pulse surveys, il fallait que ce soit un objectif, genre que le bonheur soit à un niveau, je sais pas, je dis n'importe quoi, de 4.8 sur 5. Et si c'était pas 4.8, alors c'était un problème. Donc, t'imagines. Donc, t'avais une espèce de tension qui s'opérait en disant, merde, il faut que le bonheur soit à 4.8. Et ça, tu vois, donc, il y a une notion aussi de pouvoir lâcher aussi la mesure et pouvoir aller un peu plus sur le ressenti aujourd'hui. On est rationnel, très bien, et il faut l'être. Et en même temps, il ne faut pas dénier aussi cette partie beaucoup plus affective, relationnelle, où on sait, où on sent que tout se passe bien, en fait. Où on connecte vraiment.
est-ce qu'on a besoin de le mesurer en disant, tiens, là, OK, là, j'appuie sur le bouton et je vais mettre le gros smiley pour dire que c'est bon. Okay. Donc, pour finir sur une note positive, le confinement, le télétravail, les visios avec les enfants sur les genoux, en train de préparer le repas pour le petit dernier, en fait, ça a été super positif parce que ça nous a montré vulnérable et ça nous a apporté beaucoup de choses. Merci beaucoup, Olivier, pour t'être replié à cet exercice avec plein de guitares de la crise de la quarantaine. Moi, j'ai passé un super moment. Géraldine, je te rends la parole pour la conclusion. Ben, je pense que les participants ont aussi passé un bon moment parce qu'il y a pas mal de commentaires positifs dans le chat. Tu pourras peut-être avoir le temps de les lire, Olivier, avant la fin de la session. Ouais. Merci beaucoup à toi pour ce moment. Je pense qu'on s'est tous sentis justement en sécurité. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de messages sur le chat et dans les questions. Ça en fait partie aussi. Donc, merci beaucoup pour la participation. Et pour ceux qui le souhaitent, on a le dernier webinaire de l'édition 2021 d'Avril Agile à 17h. En fin de journée avec Alexandre Bienvenu en interne qui fera un live sur J'ai fait l'agile avec des inconnus. Et ouais. Un retour d'expérience sur un travail avec des personnes qui n'y connaissaient rien à l'agilité et donc oser se lancer dans l'agilité. Ça peut en intéresser certains et certaines. Donc peut-être à tout à l'heure. Encore une fois, merci Olivier, merci beaucoup Marc et à très bientôt. Ciao, à tout à l'heure. Merci. Au revoir.